La situation en mer a brusquement franchi un nouveau palier lorsque, selon plusieurs sources, un drone attribué à l'Iran aurait pris pour cible un navire, déclenchant un incendie à bord et faisant monter d'un cran la tension dans les eaux stratégiques de la région. Au même moment, le ciel s'est animé du décollage d'appareils britanniques depuis Bahreïn, envoyés pour renforcer les dispositifs de défense dans cette zone déjà sous haute surveillance. Les médias officiels iraniens ont confirmé qu'un bâtiment maritime avait été frappé dans le détroit d'Ormuz par un appareil sans pilote, l'impact ayant provoqué un feu à bord. Cette annonce est intervenue presque simultanément avec une déclaration de l'ambassadeur britannique à Manama évoquant l'envoi d'avions militaires depuis Bahreïn afin de sécuriser la zone, alors que les événements semblent s'enchaîner à un rythme de plus en plus rapide sur le terrain. Dans le même temps, plusieurs rapports font état de 2 détonations majeures entendues dans la capitale iranienne, accompagnées de larges panaches de fumée s'élevant au-dessus de Téhéran. Selon certains médias iraniens, ces explosions seraient liées à des frappes coordonnées menées conjointement par les États-Unis et Israël contre des installations jugées stratégiques. Parallèlement, des images provenant de la région de Davoise montrent une fumée dense couvrant le ciel à la suite de frappes au nord de la province, tandis que l'armée israélienne prétend avoir bombardé un refuge de la haute direction en Iran, reflétant l'extension de la confrontation directe qui ne se limite plus aux alliés, mais atteint désormais le cœur du territoire iranien. À la frontière nord d'Israël, la situation s'aggrave, avec la poursuite de violents affrontements et d'échanges de tirs entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Des rapports de terrain confirment que plusieurs soldats israéliens ont été gravement blessés, dont le fils du ministre des Finances, Bezalel Smotrich, à la suite de tirs de missiles anti-chars et de drones ayant pénétré l'espace aérien nord. En contrepartie, l'armée de l'air israélienne poursuit ses raids intensifs sur la banlieue sud de Beyrouth, où les bombardements n'ont pas cessé depuis le matin, provoquant un vaste mouvement de déplacement de la population après des ordres d'évacuation, incluant les quartiers de Leilaki, Aret Reik et Al-Kafat. Des sources israéliennes révèlent l'intention de Tel Aviv de poursuivre les opérations militaires au Liban jusqu'à l'atteinte de ses objectifs, à savoir le désarmement du Hezbollah et la création d'une zone tampon, soulignant que ces mouvements se font en totale coordination avec les États-Unis, tout en excluant tout horizon proche pour un cessez-le-feu, malgré des efforts français. Sur le plan interne en Israël, les directions politiques et militaires affichent une satisfaction quant au déroulement des opérations après la première semaine. Les responsables estiment que la destruction des plateformes de lancement de missiles balistiques et des sites de stockage du corps des gardiens de la Révolution en Iran a porté ses fruits, s'appuyant sur le faible nombre de missiles ayant visé Israël par rapport aux prévisions initiales. Bien que le premier ministre Benjamin Netanyahou ait affirmé depuis Beersheva la cohésion du front intérieur, les estimations indiquent que la guerre pourrait durer plus d'1 mois et demi, voire se prolonger jusqu'en septembre prochain, selon la nature de la réponse iranienne et les mouvements dans les canaux diplomatiques secrets visant à modifier l'équilibre des forces au sein du régime iranien. Dans ce contexte, de nouvelles complications internationales émergent à la suite de rapports de presse évoquant un soutien du renseignement russe à l'Iran, incluant la localisation de porte-avions et de radars américains. Sur le plan humanitaire, la situation devient tragique au Liban, avec un bilan s'élevant à 217 morts et environ 800 blessés depuis le début des raids aériens, dans un contexte de destruction massive des infrastructures et des zones résidentielles. Alors que la communauté internationale tente d'analyser les répercussions économiques et politiques de ce conflit régional majeur, la région semble se diriger vers une guerre d'usure de longue durée où s'entremêlent les ambitions régionales et les calculs des grandes puissances. La scène libanaise et iranienne reste le théâtre d'opérations militaires sans précédent, visant à modifier radicalement la carte géopolitique du Moyen-Orient, dans l'absence de toute initiative sérieuse de désescalade acceptée par toutes les parties engagées. En conclusion, nous pouvons affirmer que la région du Moyen-Orient traverse actuellement un tournant historique sans précédent, où la complexité des alliances et la férocité des affrontements dessinent les contours d'un nouvel ordre régional dont les conséquences dépassent largement les frontières géographiques immédiates. L'escalade militaire entre Israël, les États-Unis et l'Iran ne représente plus seulement une série d'escarmouches tactiques, mais s'inscrit dans une stratégie globale de redéfinition des zones d'influence. La persistance des opérations en cours, couplée à une absence criante de solutions diplomatiques viables, laisse présager une guerre d'usure prolongée,
qui épuisera les ressources des nations impliquées, tout en aggravant une crise humanitaire déjà insupportable au Liban et dans les zones de conflit. Le rôle des puissances mondiales, notamment la Russie et la Chine, dans ce jeu d'échecs géopolitique, ajoute une dimension de guerre froide moderne où chaque information partagée et chaque veto peuvent changer le cours des batailles sur le terrain. L'implication de la technologie militaire avancée, telle que l'usage massif de drones et les cyberattaques, montre que nous sommes face à une nouvelle forme de conflit où la visibilité et l'information sont aussi cruciales que la puissance de feu brute. À mesure que les jours passent, le coût humain et économique ne cesse de croître, laissant derrière lui des infrastructures en ruine et une population civile prise au piège d'une logique de destruction mutuelle. Si le dialogue ne retrouve pas sa place au centre des préoccupations internationales, la région risque de sombrer dans un chaos dont personne ne sortira véritablement vainqueur, car la victoire militaire, aussi éclatante soit-elle, ne pourra jamais compenser la perte de stabilité et de sécurité collective nécessaire à la prospérité des peuples. Il est donc impératif que la communauté internationale agisse avec une fermeté renouvelée pour imposer un cadre de désescalade, car le temps presse et chaque seconde d'indécision se traduit par des vies perdues et des opportunités de paix gâchées. Cette crise souligne également la fragilité des mécanismes de régulation mondiale face à des acteurs déterminés à briser le statu quo pour assurer leur survie politique ou idéologique. En fin de compte, l'avenir du Moyen-Orient dépendra de la capacité des leaders à privilégier la raison sur l'émotion et la coopération sur la confrontation. Un défi qui semble aujourd'hui plus difficile que jamais à relever dans ce bras de fer sanglant qui secoue les fondements même de la diplomatie mondiale. La transformation des zones de combat en laboratoire pour les nouvelles technologies de défense et l'utilisation de l'énergie comme arme de guerre suggère que les règles de l'engagement ont été réécrites de manière irréversible. Dans ce théâtre d'opération, où chaque mouvement est scruté par les satellites et les agences de renseignement du monde entier, la marge d'erreur est devenue quasi inexistante, rendant la situation extrêmement volatile et sujette à des dérapages incontrôlés qui pourraient embraser la planète entière. Loin de l'aveuglement des satellites et du blackout médiatique rigoureux imposé par les responsables de l'entité sioniste, les caméras des téléphones ont révélé l'ampleur des dégâts causés par les missiles iraniens dans diverses villes et villages palestiniens occupés. La colonie de Beth Shemesh, à l'ouest de Jérusalem occupée, a reçu lors de la première riposte iranienne à l'agression des frappes qui ont entraîné la mort de 9 sionistes et fait plus de 50 blessés, provoquant des destructions massives qui ont choqué les occupants. Dans la capitale de l'entité occupante, l'aéroport Ben Gurion, le bâtiment du ministère de la Défense et la résidence de Netanyahou ont été les cibles de la 17e vague de l'opération iranienne Promesse Honnête 4, utilisant des missiles hypersoniques et des drones ayant contourné les systèmes de défense antimissiles. En effet, les missiles iraniens ayant frappé Akiria ainsi que des sites à Bnei Brak et Petikva ont causé la mort et la blessure de 680 soldats en l'espace de 4 jours de bataille. Selon les révélations des gardiens de la révolution en Iran, la ville de Haïfa, théâtre des attaques iraniennes les plus violentes lors de la guerre des 12 jours de l'été 2025, a essuyé un déluge de missiles iraniens ayant fait des dizaines de blessés dans un contexte de mutisme médiatique sans précédent. Les frappes iraniennes ne se sont pas limitées à Haïfa et Jérusalem occupées. La région de Galilée a également été le théâtre de bombardements intensifs visant les colonies de l'occupation disséminées sur les terres palestiniennes occupées. Ces frappes ont touché diverses villes de l'entité, là où les chiffres de l'occupation et les images des victimes ou des pertes ont disparu, à l'exception de ce qui a échappé à la censure stricte imposée par l'occupant. Ainsi, les vastes pertes humaines et matérielles affligées par les missiles iraniens à l'entité restent hors du champ de couverture de cette guerre qui domine pourtant la scène mondiale. Nous entendons actuellement les sirènes d'alarme retentir à Tel Aviv. Les sirènes hurlent en ce moment même à Tel Aviv, à la suite d'informations faisant état du lancement d'une nouvelle vague de missiles depuis l'Iran. Les sirènes retentissent maintenant à Tel Aviv. Ce sont des images exclusives relayées par les médias internationaux, documentant les bombardements iraniens intensifs sur l'entité coloniale israélienne sur fond de grands secrets médiatiques concernant les lourdes pertes subies par l'entité occupante. On note également l'interaction du public arabe, et particulièrement algérien, avec l'évolution de la situation sécuritaire à l'intérieur de la Palestine occupée,
exprimant leur fierté de voir l'Iran, premier pays islamique capable de tenir tête à l'Amérique, à Israël et aux traîtres parmi les pays du Golfe et les Arabes réunis. Par ailleurs, les médias hébreux refusent de divulguer les pertes matérielles et humaines subies quotidiennement à la suite des bombardements iraniens intensifs sur des sites vitaux et stratégiques en Palestine occupée. Cette scène, qui s'impose aujourd'hui sur la scène internationale, reflète un changement radical dans les rapports de force où ni le dôme de fer ni la fronde de David ne parviennent plus à occulter la réalité documentée par les objectifs des citoyens résistants sous les bombes. Les médias algériens, par leur fidélité historique à la cause palestinienne, ont été aux avant-postes des tribunes ayant brisé le mur du silence, mettant en lumière ces moments historiques où les piliers de l'entité ont vacillé. Alors que la machine médiatique occidentale et sioniste tente de vendre le récit d'une interception réussie, les images fuyées des rues de Tel Aviv et de Haïfa montrent les flammes dévorant des installations vitales et révèlent un état de panique et de fuite massive vers les abris, prouvant que l'ère de l'arrogance sioniste sans riposte est révolue à jamais. Ces opérations, et spécifiquement Promesse Honnête 4, confirment que la technologie militaire iranienne, en particulier les missiles hypersoniques, a créé une brèche dans le mur de sécurité israélien dont les dirigeants de l'occupation se sont si longtemps enorgueillis. Le ciblage de sites sensibles, tels que la résidence de Netanyahou et le bâtiment du ministère de la Défense à Akiria, envoie un message politique et militaire. Aucun endroit n'est sûr à l'intérieur des frontières de l'entité. La rue algérienne, qui bout d'enthousiasme à chaque missile lancé vers les territoires occupés, voit dans ces frappes une vengeance pour tous les massacres commis contre les enfants et les femmes à Gaza et au Liban, et une confirmation que le choix de la résistance est la seule voie pour dissuader l'arrogance. Malgré les tentatives de la censure militaire israélienne d'imposer une interdiction de publication stricte sur le nombre de morts et de blessés parmi les soldats, les fuites provenant des hôpitaux de campagne et les clips diffusés par les colons eux-mêmes dans des moments d'effondrement confirme que les pertes humaines de l'armée d'occupation ont atteint des niveaux records jamais vus depuis des décennies. C'est une guerre de volonté, où la force de conviction et la technique se manifestent face à une machine à tuer soutenue internationalement, dessinant ainsi les contours d'une nouvelle aube où la fin de l'occupation semble plus proche que jamais, porté par un large soutien populaire arabe et islamique qui voit dans la résilience de Téhéran et ses frappes directes une rupture avec les tabous de la peur et de la dépendance.